Les pires souvenirs, c'est peut-être ceux où je me suis mis vraiment en danger, où je me suis fait peur parce que je devais monter dans une voiture en Libye et finalement on m'a rattrapé à la dernière seconde et puis que finalement j'ai vu le pick-up recevoir un missile sur l'arrière où je devais être assis. Donc effectivement, c'est troublant. Salut les aventuriers, ici Mister Geopolitics. Aujourd'hui, on part sur le terrain à la rencontre de photoreporters qui vont répondre à vos questions. Allez, on perd pas de temps, on passe au briefing avant de partir. Chaque année, Reporters sans frontières publie un rapport sur la liberté de la presse dans le monde. En 2017, voici les pays qui ont eu les meilleures notes signifiant que la situation est bonne. Costa Rica, Jamaïque, Allemagne, Autriche, Suisse, pays scandinaves ou encore Nouvelle-Zélande. A l'inverse, les pays en noir sont ceux qui sont arrivés en bas du classement et où la situation concernant la liberté de la presse est très problématique. Corée du Nord, Chine, Iran, Yémen, Arabie Saoudite, Syrie, Libye ou encore Cuba. Viennent ensuite un grand nombre de pays où la situation est difficile, et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que la grande majorité d'entre eux se trouvent en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique centrale. Parmi les principaux, on peut lister la Russie, l'Inde, la Turquie, sans oublier le Mexique et le Venezuela. En France, la situation est plutôt bonne, aussi bonne qu'en Roumanie, en Namibie, au Burkina Faso ou en Uruguay. Et enfin, en orange, les pays où des problèmes sensibles ont été relevés cette année. Aller sur le terrain pour informer les gens de ce qui se passe peut parfois représenter un risque pour les journalistes dans certaines régions du monde. Du coup, il est super important de retenir qu'il existe 3 grands types de risques pour les journalistes en reportage: la prise d'otages, la détention en prison et les assassinats ou les accidents par balles sur les zones de conflit notamment. L'année dernière, en 2016, il y a eu 52 journalistes pris en otage. 36 se sont fait capturer par l'État islamique, 26 en Syrie et 10 en Irak, et 16 ont été capturés au Yémen par les milices chiites Houthis. Sur ces 52 journalistes, il n'y avait que des hommes, et 90% d'entre eux étaient des journalistes locaux, contre 10% environ de journalistes étrangers qui étaient partis dans le pays pour faire un reportage. Toujours en 2016, il y a eu dans le monde 348 journalistes mis en prison, car en souhaitant informer les gens sur certaines réalités, ils déstabilisaient des gouvernements qui n'ont pas hésité à les enfermer. Pour être plus précis, il y a plus de 50% d'entre eux qui sont des journalistes professionnels, l'autre 50% ce sont ce que l'on appelle des journalistes citoyens tels que des blogueurs ou des activistes. En tête, c'est la Turquie qui a le plus emprisonné cette année, avec plus d'une centaine de détenus. Vient ensuite en deuxième place la Chine, en troisième la Syrie, puis l'Égypte et l'Iran. Et enfin, il y a 2 ans, en 2015, Reporters sans frontières a relevé 110 assassinats de journalistes à travers le monde. Ce chiffre n'a pas beaucoup bougé par rapport à 2014, mais il y a une différence majeure. En 2014, 2 tiers des journalistes tués étaient en reportage dans des zones de guerre, et en 2015, 2 tiers des journalistes tués étaient dans des pays officiellement en paix, comme les Philippines, le Mexique, l'Inde ou encore la France avec Charlie Hebdo. Selon Ban Ki-moon, l'ancien secrétaire général de l'ONU, cela signifie, je cite, que la plupart des journalistes qui ont été tués dans l'exercice ou en raison de leur fonction ont été assassinés, ils ont été visés. Ce n'était pas parce qu'ils se trouvaient là au mauvais endroit au mauvais moment, il y avait vraiment une violence volontaire sur les journalistes pour les faire taire. Dans ce contexte, il est primordial d'en savoir plus sur cette profession et pas uniquement sur le reportage de guerre, mais sur le photojournalisme en général. Pour ça, je pars à Perpignan avec vos questions sous le bras. Là encore, vous en avez posé un sacré paquet. Merci beaucoup pour votre participation, même si on ne pourra malheureusement pas répondre à toutes. Bon allez, je pars pour plusieurs jours de tournage, du coup, je finis de m'équiper et on se retrouve sur le terrain. Allez, à tout de suite. Mes petits aventuriers, c'est ici qu'on commence notre reportage sur des reporters. Le festival Visa pour l'image, ça fait presque 30 ans qu'il a lieu ici tous les ans à Perpignan. Et en gros, c'est du grand public et des professionnels qui se rencontrent pendant 15 jours. Et il y a des conférences qui sont prévues en journée ainsi que des expositions. Et le soir, on a des projections qui nous sont proposées, qui en fait reviennent sur les photos les plus marquantes qui ont fait l'actualité de l'année passée. Du coup, je vous propose qu'on y fasse un petit tour pour voir comment ça se passe. Et quelque chose me dit qu'on va faire de très belles rencontres. Allez, c'est parti!
Chaque photographe de presse a un petit peu ses sujets de prédilection. Moi, je travaille beaucoup sur les sports extrêmes, sur des sports comme le base jump, des gens qui sautent en parachute. Je fais beaucoup de reportages sur ça. Je travaille également beaucoup dans l'univers de la défense, de l'armée. Je fais beaucoup de photos avec l'armée de terre notamment. Je ne travaille pas pour eux, mais je travaille sur leur actualité pour des médias civils, VSD, Le Parisien, Figaro Magazine ou Paris Match. Je me spécialise là-dedans parce que je sais que je vais être efficace, je vais être meilleur sur ces thématiques-là par rapport aux photographes concurrents, on va dire. Et du coup, je délaisse un petit peu le secteur de la photographie de hot news ou la photographie de documentaire sur des sujets comme les migrants ou même le reportage de guerre à proprement parler. Et il y a bien sûr des photographes qui font aussi des activités corporate, donc qui travaillent pour des sociétés ou par exemple pour Airbus, je suis sur Toulouse donc c'est beaucoup Airbus, ou des photographes qui bossent pour les particuliers, qui font du mariage, etc. Donc là c'est plus vraiment de la presse, c'est plus vraiment du reportage de presse, c'est du reportage quand même. Alors oui, il y a une charte éthique, notamment la charte de Munich, qui définit les règles principales du photojournalisme, très axée sur la photographie du coup, et la retouche, puisque en période d'explosion du numérique, il faut savoir que la majorité des photographes post-traitent leurs photos. Alors attention, on ne retouche pas, on post-traite, on développe nos photos, donc en rajoutant un peu de contraste, un peu de luminosité, vraiment des retouches très sommaires, mais sans jamais enlever le moindre élément. Et donc le souci, souvent, c'est que comme un photojournaliste fait aussi souvent du corporate, de la publicité, ce genre de choses, et donc a besoin d'images beaucoup plus lissées, beaucoup plus propres, beaucoup plus étudiées. Souvent, il est amené, alors lui ou ses assistants, peu importe, mais amené à pratiquer quelques retouches. Et du coup, l'important, c'est ça, c'est d'arriver à garder cette ligne entre je fais du journalisme, je ne retouche pas mes photos, je n'enlève rien sur une image, et je fais de la pub, je fais ce que je veux, on s'en moque, peu importe. Et donc ça, la ligne à ne pas franchir, elle est là. Oui, je me suis déjà auto-censuré, mais je pense que tout le monde s'auto-censure quand les choses sont trop trash, j'ai envie de dire. En Libye, par exemple, quand j'allais à la morgue parce qu'on voyait bien qu'il y avait un afflux d'ambulances qui arrivait en masse depuis la ligne de front, il est clair que quand on rentre dans un endroit où il y a des corps en plusieurs morceaux et puis qu'on nous montre des corps qui sont visuellement pas, on peut pas montrer ça aux gens. Donc ça, oui, c'est une manière de s'auto-censurer. Mais étrangement, dans la mentalité arabe, il n'y a pas de gêne vis-à-vis de la mort. Donc on peut vous montrer un corps et au contraire, on me demandait de prendre des photos de ce corps-là qui était vraiment éventré, abîmé de partout. Clairement, je trouve qu'on ne peut pas montrer ça. J'ai revu des photos que j'avais mis de côté effectivement sur l'editing initial de mon travail. À Sirte, je voyais des pick-up avec des mitrailleuses à l'arrière qui fonctionnaient en binôme. Quand je vois la personne qui est sur la mitrailleuse qui revient en 3 morceaux, décemment, je ne prends pas ce genre de photos parce que je pense que ça n'apporte pas grand-chose. Il y a d'autres manières de montrer les choses. Son petit papier. Ça, c'est une question pour un champion. Et à présent, on joue pour 500 €. Ça, franchement, c'est une question difficile parce que moi, je trouve qu'il y a des boulots qui sont faits par des femmes qui sont vraiment extraordinaires. Et après, je ne sais pas s'il y en a de plus en plus. En tout cas, j'ai lu il n'y a pas longtemps dans Fisheye, alors ça c'est pareil, je ne sais pas si tu peux le mettre, mais c'était un manifeste pour les femmes photographes en tout cas, et effectivement, ça reste compliqué comme pour tout, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui sont représentés dans les magazines, dans les festivals, dans tout ça, et c'est bien dommage parce qu'on a notre place comme les hommes, quoi. Enfin, et voilà, à chaque fois, je crois que le travail des femmes, en tout cas, il est attribué à quelque chose de plus intime, alors que pas forcément, en fait. On peut très bien travailler sur un sujet, pas forcément sur l'intime, pas forcément sur un truc délicat. Enfin, je crois que... Ouais, c'est comme pour tout, finalement. Et les gens te font... Enfin, je sais pas, après, c'est une impression, mais en tout cas, moi, en Ukraine, je crois que les gens te font confiance plus facilement. Ils te voient un peu... Enfin, moi, en tout cas, c'était ça. Ils te voient un peu comme un petit truc sans défense, tu vois. Et du coup, ils te font rentrer très facilement chez eux. Ils te font... ils te donnent beaucoup plus de choses très facilement. Moi, j'ai pu accéder à plein de trucs très, très rapidement. Je sais pas si un homme aurait pu aussi rapidement avoir accès à tout ça. Alors, c'est vrai qu'on dit que la presse est en crise.
Moi-même, quand j'étais en école de journalisme, j'ai fait un mémoire sur la crise du photojournalisme. Et quand on réfléchit et quand on s'interroge vraiment sur le secteur de la presse, on se rend compte qu'on peut se demander s'il y a réellement une crise en fait. Il y a une transition qui a commencé avec le numérique en photographie et avec le web pour la presse écrite surtout, mais également aussi la presse audiovisuelle. Et disons qu'il y a une transition et il y a des choses à faire. Il y a certains journaux qui n'arrivent pas à suivre, d'autres qui arrivent à suivre, il y a des journaux qui se créent, il y a des journaux qui ferment, des médias qui ouvrent, des médias qui ferment. Donc disons qu'il y a des opportunités, et il y a des gens qui les saisissent, d'autres qui ne les saisissent pas. Mais je ne pense pas qu'on puisse avoir une vision du tableau complètement noir. Il y a plein de choses à faire. Et puis pour le photojournalisme en tout cas, ça ne change pas réellement. Il y a toujours des histoires à faire, des histoires à raconter. Il y a des reportages à aller faire à l'étranger comme en France. Et c'est juste les modes de financement qui changent, le business model de la presse qui est en train d'évoluer, enfin qui a déjà commencé à évoluer et qui évoluera de toute façon en fonction des usages des gens. Maintenant on est de plus en plus sur les téléphones, sur les tablettes, mais il y a encore des événements comme Visa pour l'image depuis maintenant presque 30 ans où les gens viennent continuer à venir voir des expositions, des projections, rencontrer des photographes, etc. Donc ça ne change pas réellement pour nous, les gens qui créons l'information. C'est à nous de trouver le moyen de nous financer et d'arriver à échanger nos photos contre un salaire pour en vivre via des médias qui sont différents. Alors, sur le moment, j'y pense pas trop, très honnêtement. C'est plutôt après où on commence à repenser un peu à ce qu'on a vécu. Et en rentrant, effectivement, on se dit, là, j'aurais pu... c'était dangereux, je suis peut-être allé un peu loin. Je me suis retrouvé effectivement dans des situations un peu complexes. Et surtout, j'ai fréquenté des gens sur le terrain qui ont été victimes d'enlèvements. J'en ai côtoyé aussi qui sont décédés depuis, donc c'est un peu dérangeant. J'ai notamment travaillé en Libye avec un garçon qui s'appelait James Foley et qui a été décapité par Daesh en 2013. Donc effectivement, ça remue beaucoup de choses et on y pense nécessairement. Lui, en plus, avait été enlevé déjà une première fois en Libye. Moi, quand je l'ai rencontré, c'était la deuxième fois que je suis allé en Libye. Donc, on s'est côtoyé pas mal sur place. C'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Et puis après, il a été encore enlevé une seconde fois en Syrie. Et puis, il n'est jamais revenu. Donc, effectivement, on y pensait. En fait, tout ça m'a travaillé bien plus après, à mon retour, plutôt que sur place. Mais sur place, je me suis dit qu'effectivement, des fois, j'étais passé très près de la correctionnelle, non pas de l'enlèvement, mais d'un accident bête ou parce que je suis allé trop loin et parce qu'on a pris trop de risques, et ça, inévitablement, quand on est indépendant, qu'on n'est pas forcément très bien accompagné, on tente d'aller toujours un poil plus loin, au bout d'un moment, on se dit, bon, là, peut-être que je suis allé trop loin. Moi, ça m'est déjà arrivé de me retrouver dans des situations où je me suis dit, là, tu es allé beaucoup trop loin, c'était pas de mon ressort. Je suis monté dans une ambulance à Sirte, au moment du siège de Sirte, et on est allé vraiment loin dans Sirte, et je me suis dit, là, tu es beaucoup trop loin, et pour revenir, ça a été vraiment très, très compliqué, quoi. Et en fait, l'heure que j'ai passée au cœur de Sirte, j'ai quasiment pas fait de photos parce que c'était plus du tout ma priorité, quoi. Mais en fait, oui, alors je me sentais pas armée pour passer cette journée avec ces soldats dans une zone délicate. Je dis ça avec le sourire, c'est un peu bizarre. Mais je sais pas comment expliquer. Je me suis surprise à être quand même très concentrée et pas me laisser déborder par mes émotions. Et c'est l'après, en fait. Je crois que c'est après que je me suis dit, mais qu'est-ce que tu viens de faire aujourd'hui? mais pendant, j'étais vraiment dans mon truc, très concentrée, à me dire, bon, voilà, t'es là. Et oui, il y avait cette histoire d'appareil photo aussi que j'ai pas lâché pendant toute cette journée. Parce que c'est un filtre quoi qu'on a. C'est quelque chose, l'appareil photo pour moi c'est familier, c'est quelque chose que j'ai depuis toujours, enfin que je manipule. Et là de l'avoir avec moi cette journée qui était un peu délicate et nouvelle, je l'ai gardé comme ça toute la journée. Et puis je l'ai retiré à la fin de la journée. C'était un filtre en fait. C'était quelque chose qui me protégeait face à tout ce que j'ai vu.
Voilà. Ça, mais oui, mais bien sûr qu'on apprend plein de choses. Enfin, tu vois, on n'apprend rien à l'école. Qu'est-ce que tu apprends de tout ça? Enfin, surtout moi, avec un master photo art contemporain, tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Et puis surtout, quand tu arrives dans ces zones-là, en tant que Française, qui n'a jamais connu la guerre, enfin, qui n'a jamais connu tout ça, tu arrives là, tu tombes des nues par rapport à ce qui se passe. Enfin, ouais, c'est ça, tu découvres, quoi. Une très belle rencontre, c'est à Barmoutka, en Ukraine. Et c'est des gens qui vivent sur la ligne de front. Et en fait, je sais pas trop comment expliquer, mais qui sont en quelque sorte coincés ici parce qu'ils n'ont pas de sous pour pouvoir partir. Enfin, bon, il y a toute une histoire. Et je les ai juste contactés une fois. Et en fait, ils m'ont accueilli pendant une semaine en me donnant mais, tout ce qu'ils avaient, quoi. Après, je pense que c'est aussi le fait que je sois photographe et que je vienne de France. Enfin, voilà, il y avait tout ça. Ils avaient un peu d'espoir à travers ce que je pouvais dire ou montrer. Tu restes une semaine avec eux et puis tu pars et c'est genre comme si tu quittais un membre de ta famille. Putain, je vais pas y arriver. Son côté honnête, son côté éthique, c'est la déontologie aussi et la neutralité de son reportage. En fait, un reporter ou un photographe ou un journaliste, c'est quelqu'un qui raconte une histoire. Donc pour raconter une histoire, il faut bien raconter l'histoire. Parce que sinon, on ne comprend pas trop, donc il faut être à la fois clair, il faut bien montrer les choses, et puis il faut essayer d'ajouter aussi un schéma narratif dans son reportage. Il faut bien expliquer les choses. De la même façon que je te raconte une histoire, ou je raconte une histoire à un enfant qui va s'endormir, il était une fois dans tel pays, telle personne qui fait telle chose. Et ça, c'est un petit peu la clé pour un reportage qui fonctionne. Des choses qu'on peut voir en exposition ou en projection à visa, c'est des reportages où il y a un début, une fin, et il y a un schéma narratif, et les gens ont envie de savoir ce qui va se passer à la fin, et on comprend, il y a les péripéties d'une personne et tout. Par exemple, on parle beaucoup des reportages sur les migrants. Il y a beaucoup de reporters qui vont suivre un migrant depuis le départ, en Syrie par exemple, jusqu'à son arrivée en Allemagne. Et entre-temps, il va le suivre dans les Balkans, il va faire plein de choses. Bonne question, très bonne question. Oui, ce sont des rapporteurs d'images de toute façon. Il n'a jamais été aussi simple aujourd'hui avec un simple téléphone de photographier, enregistrer du son, filmer. Et tout cet apport est important. Les réseaux sociaux permettent de diffuser l'information, elles permettent de transmettre du coup quelque chose des fois de plus rapide. On le voit sur les différents attentats qui ont eu lieu cette année encore. L'information arrive avant même la presse, la police. Enfin, il n'y a rien de plus réactif. Maintenant se pose un autre problème, le problème de l'objectivité. Comment être sûr que la source n'est pas... On parlait tout à l'heure d'orientation politique ou des fois inconsciente même. Mais je me souviens d'un très long débat qu'on a eu l'année dernière avec un photojournaliste russe et un photojournaliste espagnol qui avait une version de la crise en Ukraine qui était absolument aberrante. Enfin, ils n'auraient jamais trouvé un point d'accord entre les deux parce que inconsciemment, on est abreuvé d'informations. Alors certains diront de propagande, mais du coup d'informations, quoi. Donc du coup, il faut arriver à trouver la véracité des sources, être sûr qu'il n'y ait pas de manipulation derrière, et c'est là toute la difficulté. Après, moi j'aime beaucoup l'idée que, alors moins sur le civil lambda, plus sur le photographe, mais j'aime beaucoup l'idée de la décolonialisation photographique. Gros mot. Non, mais l'idée que le photographe en Syrie est probablement plus apte que n'importe qui à traiter une crise en Syrie parce qu'il y vit, parce qu'il connaît les coins, les recoins, les re-recoins. D'un pays, il a vu les mutations, il a vu les évolutions, mais toujours avec ce garde-fou qui est peut-il encore être objectif ? Quand la moitié de votre famille et de vos amis ont disparu ou ont été déplacés sur des centaines, voire des milliers de kilomètres pour certains, est-ce qu'on peut encore garder de l'objectivité au milieu d'un conflit ? Alors, en l'occurrence celui de la Syrie qui est extrêmement compliqué, où personne s'y retrouve, quoi. Ouais. Donc voilà, il y a toujours ce problème-là, mais en même temps, et moi, je reste convaincu que le photographe local est forcément plus pertinent qu'un autre, quoi. Donc, quelque part, ce rapporteur d'image, même s'il n'est pas... voilà, il peut se détourner d'une déontologie qu'il ne connaît pas, de fait, ou d'une éthique qui n'est pas la sienne. Je trouve que c'est pertinent qu'il puisse toujours amener des images. Après, à nous, à les prendre avec des pincettes, forcément. Mais toute la difficulté, on parlait tout à l'heure des échanges, de l'évolution des médias, de la presse, etc.
À nous à avoir aussi une éducation quant à l'image et quant à l'information. Quand le Gorafi fait une blague et qu'elle est reprise dans les 3/4 des journaux, on se dit mais comment c'est possible quoi. Et c'est encore le quotidien, c'est quoi, il y a 15 jours voilà, donc à nous à être éduqués et à nous blinder par rapport à ça et à toujours prendre des pincettes. Mais il faut que l'information circule de toute façon. Un fixeur, c'est quelqu'un qui est un local, qui est sur place. Quand tu vas dans un pays que tu ne connais pas, c'est toujours mieux de connaître quelqu'un qui te montre les endroits, qui va faciliter ton travail sur zone, et on appelle ça un fixeur. Alors c'est rentré dans le vocabulaire comme étant assimilé au reportage de guerre, parce que le fixeur c'est celui qui va non seulement te servir de chauffeur, qui va te trouver des hôtels, mais qui va surtout t'empêcher de te faire tuer ou de kidnapper. Mais ça peut être un guide tout simplement. Souvent les fixeurs dans les pays en guerre, c'est des journalistes locaux. C'est des reporters locaux en fait, et qui connaissent bien le terrain, qui ont même des sources et qui peuvent te faciliter ton travail. Quand je suis parti en Éthiopie avec Eric Lafort, qui est un photographe qui travaille aussi chez Antsukas, on est parti en équipe, on a pris des guides locaux, non seulement pour avoir plus de facilité pour travailler, mais aussi parce que c'est obligatoire dans certains coins de l'Éthiopie. Le gouvernement impose les touristes, parce qu'on avait un visa de touriste, on avait l'obligation d'utiliser des guides, de payer des guides locaux, même quand on allait dans un coin différent. Des fois, on avait même 2 guides. Un guide pour notre voyage en Éthiopie et un guide dans une tribu, comme par exemple dans les Oromo, les tribus des Oromo, le territoire des Borana. On était obligé d'avoir un autre guide pour, ne serait-ce que pour parler la langue, communiquer avec les gens. Non, j'y ai pas recours souvent en fait, pour être honnête. En fait, la première fois que je suis parti sur une zone de conflit, c'était en Libye. Et j'étais en Égypte quand j'ai compris qu'il y avait moyen de rentrer en Libye. Et du coup, je suis rentré à partir du moment où les rebelles tenaient la frontière. C'est-à-dire que je sentais qu'il y avait une possibilité d'entrer. Mais je n'avais pas nécessairement de fixeur et puis surtout, je n'avais pas d'expérience du tout de ce genre de situation. J'ai fait la rencontre sur place, place Tahrir, avec un journaliste égyptien, qui se prétendait journaliste égyptien et en fait, je pense qu'il travaillait plutôt pour les renseignements. Comme quoi on apprend aussi au tout début. Et en fait, il m'a servi de fixeur puisqu'on s'est accompagnés mutuellement. Lui m'a accompagné sur des zones où j'aurais jamais mis les pieds parce qu'il parlait parfaitement arabe et puis il connaissait bien la situation, etc. On s'est un peu débrouillé pour rejoindre les lignes de front, etc. par nos propres moyens. Lui avait des contacts à droite, à gauche, il sympathisait avec pas mal de monde, donc c'était plutôt pratique. J'avoue que c'était un peu une manière un peu rock'n'roll de faire les choses. Après, il y en a une autre qui a eu lieu pas très longtemps après, c'était à la frontière kenyane et avec la Somalie. Et là, effectivement, sur place, j'ai travaillé avec un traducteur, parce que forcément, je ne parle pas la langue, qui me servait de chauffeur et de fixeur. Donc voilà, ça c'était ma vraie première expérience. Et ensuite, j'ai eu une autre expérience plus récente en Irak. Et effectivement, sans fixeur en Irak, c'est vraiment compliqué de travailler. Quand bien même on arrive à Erbil, on est à 70 km de Mossoul. Pour rejoindre Mossoul, en gros, pour passer tous les checkpoints, si on n'a pas un fixeur, chauffeur, traducteur, on ne fait pas grand-chose, quoi. Donc, par contre, ça a un coût. Donc il est important de le partager avec d'autres journalistes quand on est indépendant. C'est compliqué d'avoir un fixeur parce que ça coûte cher, si on ne sait pas après si on vend le sujet. Donc voilà, je suis partie comme ça. Et puis après, c'est par contact que les choses se font. Et vous dire, oui, tu peux venir, oui, tiens, elle peut t'aider à traduire ça. Lui. Bon, après, c'est pas évident parce qu'il y a aussi des histoires politiques. Et puis les gens que tu rencontres, ils sont d'un bord ou d'un autre. Et donc l'intérêt d'un fixeur, c'est quand même d'avoir quelqu'un de plutôt neutre et qui ne va pas te faire une traduction arrangée, comme j'ai pu en avoir certaines. Mais quand ça se passe bien avec un fixeur, on peut réaliser une histoire qui est vraiment intéressante. Parce qu'il y a des fixeurs qui se prétendent entre guillemets fixeurs et puis qui le font parce que effectivement un fixeur ça peut coûter jusqu'à 250 $ par jour. Donc pour moi, la plus grande richesse de ce métier, c'est toutes les rencontres que j'ai pu faire, toutes les situations que j'ai pu vivre. Après, difficile pour moi de donner un meilleur souvenir ou peut-être les pires souvenirs, c'est peut-être ceux où je me suis mis vraiment en danger, où je me suis fait peur parce que je devais monter dans une voiture en Libye et finalement on m'a rattrapé à la dernière seconde et puis que finalement j'ai vu le pick-up recevoir un missile sur l'arrière où je devais être assis. Donc effectivement, c'est troublant, ce genre de situation est vraiment troublante, quoi. Donc j'ai eu du mal à m'en remettre, c'est pour ça que je suis pas reparti tout de suite derrière. J'ai mis un temps d'arrêt à tout ça, je suis pas allé en Syrie, je suis pas allé
L'Irak, je suis allé que très récemment, donc j'ai laissé vraiment beaucoup de temps passer entre les deux. Il a fallu que je digère tout ça. J'ai cru connaître mon pire souvenir en 2016, alors dans mon voyage en Iran. Je venais de débarquer dans le pays et à un endroit, je venais de prendre une photo avec un objectif assez imposant. Et là, un militaire qui était en haut de la rue me siffle, me dit d'approcher. Et là, vraiment un militaire armé. Et tu te poses plein de questions à ce moment-là. Et arrivé à son niveau, j'avais le cœur qui battait, peut-être que je devais sûrement transpirer à ce moment-là. Plein de questions dans ma tête. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va repartir avec mon appareil photo? Et il me demande de regarder quelques photos. Il regarde lentement, il en regarde 3, 4 comme ça. Et puis il se tourne vers son collègue. Il demande de regarder à un autre endroit de la rue et de checker que personne n'arrive, quoi. Et là je me dis, c'est bon, il va se passer quelque chose s'il demande à l'autre de partir. Et il sort quelque chose de sa poche comme ça, son téléphone, et il me demande est-ce qu'on peut prendre un selfie tous les deux. C'était l'ascenseur émotionnel, quoi. Alors moi je suis contre cette méthode. Par définition, si je prends des photos, c'est pas pour payer les gens, c'est pas en payant les gens en tout cas. Je trouve que ça me dérange un peu. Je comprends qu'on puisse y avoir recours. Moi, c'est pas trop ma méthode. J'ai été confronté à ce genre de problématique en RDC, où les autorités locales, pour me donner accès, enfin me faire miroiter un accès, me demandaient de l'argent. Et en fait, j'ai eu des discussions complètement surréalistes avec des autorités locales pour pouvoir rentrer dans une mine de coltan, la plus grande mine de coltan du pays, du reste. Et au final, je n'ai jamais pu accéder à la mine. Et j'étais bien contente finalement de n'avoir rien donné. Je trouve que ça biaise un peu les choses et puis en plus de ça, je me suis rendu compte que ça portait pas forcément ses fruits. Alors je parle de transactions parce que dans certains cas, tu vas être obligé de payer pour faire des photos. Ce qui est un peu inadmissible quand on est un professionnel, on ne paye pas son sujet de la même façon qu'on n'est pas payé par son sujet pour parler de lui. On est journaliste, donc on est censé être incorruptible. Dans certains pays d'Afrique comme l'Éthiopie, où je suis allé avec le photographe Eric Lafog, on était obligé de payer les gens pour les prendre en photo. Alors pas systématiquement, mais étant donné que dans la culture locale, quand un étranger vient, souvent des touristes, mais parfois des photographes, quand les gens les prennent en photo, ils ont l'habitude de faire ça et puis de demander de l'argent. Ça, c'est une source de revenus pour eux. Il y a des tribus en Éthiopie qui vivent de ça, en fait, quasiment. Parce que le simple fait de leur donner l'équivalent de 10 ou 20 euros, c'est des dizaines de repas pour eux. Donc du coup, ça fait vivre des familles. C'est un petit peu scandaleux, en quelque sorte, de devoir payer les gens. Mais tu dois aussi te contraindre à ce qui se fait sur place. Et par respect pour les gens que tu vas voir dans un autre pays qui n'est pas le tien, tu es obligé de respecter les règles. Dans certains pays, on est obligé de payer. Pour avoir l'image. Ça, tu peux le voir dans l'épisode en Éthiopie de J'irai dormir chez vous, où Antoine de Maximi, quand il arrive en Éthiopie, dans les tribus du Sud notamment, donc là je te parle des trucs que j'ai vus là-bas, et quand il arrive, les gens ils disent prends-moi en photo, take picture, take picture. Il prend les photos, enfin il les filme, et juste après qu'il ait fait la photo de la grand-mère, de la mère, etc., il y a le jeune qui vient et dit maintenant tu me payes. Et c'est 200, 300, 400, tu me payes. Et là il dit mais ça va pas à la tête, et il lui dit tu vois, et du coup tu vois ce côté un peu fou mais qui est la règle du jeu, et lui finalement il accepte de le faire parce que ça fait partie du truc, quoi. Mais c'est en faisant ça qu'on va accéder aussi à ces images-là qui témoignent de quelque chose. Je ne sais pas si c'est une chose courante dans le métier, pour être honnête. Je pense pas. Oui, je pense qu'on peut filmer en caméra cachée. Après, prendre des photos en mode caméra cachée, je pense que c'est pas forcément très productif. J'entends qu'on ne choisit pas son cadrage. Après, il y a des moments, il y a des endroits où évidemment on ne peut pas trop être voyant. Donc je pense à la Corée du Nord par exemple. J'ai vu qu'on a vu pas mal d'images de la Corée du Nord. La plupart ont été faites en essayant de se détourner un petit peu des personnes qui surveillent le photojournaliste en question. Moi, ça m'est arrivé une fois parce que j'estimais que c'était un peu nécessaire de le faire. C'était justement un hôpital psychiatrique en Libye, à Tripoli. Puis petit à petit, avec les infirmiers, ils m'ont ouvert des zones où j'aurais pas dû avoir accès. Et c'est là que j'ai pris un peu plus de temps. Alors j'ai fait effectivement des photos que j'avais pas le droit de faire. Mais
je suis content de les avoir fait dans le sens où elles ont... Alors d'une part, elles n'ont jamais été publiées parce que je ne les ai jamais données à une agence pour qu'elles soient publiées. J'ai des personnes, des chercheurs en psychiatrie italiens qui m'ont contacté parce que en fait, la Libye est une ancienne colonie italienne et qui ont compris qu'il y avait une situation d'urgence dans ces centres psychiatriques en Libye. J'ai compris que des équipes s'étaient mises en place, qu'il y a eu du renfort qui a été amené, du matériel et du coup les choses ont pu changer aussi grâce à ça. C'est la liberté que tu peux avoir en fait. Quand tu es indépendant, quand tu fais tes reportages comme ça, comme je le fais, tu as la liberté de faire à peu près tout ce que tu veux. En fait, moi, je travaille sur ce que j'ai envie je travaille sur les sujets que j'ai envie de travailler, avec la précarité que ça pourrait apporter. Ce que j'aime aussi énormément dans ce métier, c'est le fait que tu vas rencontrer des gens parfois complètement extraordinaires et tu vas pouvoir témoigner de ce que tu vois, le montrer aux gens. En fait, t'es pas juste spectateur, tu es vraiment acteur de ce que tu fais. T'es pas juste un lecteur du journal, t'es pas juste quelqu'un qui visionne une vidéo, t'es quelqu'un qui va créer du contenu, qui va apporter aussi son point de vue de façon pas non plus trop subjective parce qu'il faut avoir une certaine éthique par rapport à ce que tu fais, ce que tu vois. Mais c'est super intéressant, je trouve, de pouvoir être acteur, de pouvoir vivre parfois même des choses historiques. Je pense à des photographes qui ont couvert la chute du mur de Berlin. Ils étaient 3 ou 4 ce jour-là, dont Eric Bouvet, tu vois, un très bon photographe, qui, pour l'avoir interviewé, m'avait dit qu'il avait il a presque les larmes aux yeux quand il en parle parce que du coup, il a vraiment vécu un moment historique. Je ne sais pas si un jour je vivrai un moment comme ça, mais je sais que par exemple quand je pars en Estonie pour faire un reportage sur le déploiement de l'OTAN face à la Russie et que j'en profite pour faire des photos des militaires français à cet endroit-là, je sais que c'est une situation géopolitique qui est super intéressante, qui peut-être donnera lieu à d'autres événements plus tard, mais j'ai été à ce moment-là et c'est super intéressant. Bon et bien mes petits aventuriers, je pense que c'est ici qu'on va se laisser. On vient de terminer la dernière interview avec Stéphane. Je tiens à le remercier tout particulièrement parce que vous le savez pas, mais c'est lui qui m'a logé pendant tous ces jours-ci. Il m'a passé un petit canapé pour pas avoir besoin de prendre un hôtel. Donc ça c'était vraiment cool. Si vous avez envie d'aller plus loin, pour pas que l'épisode soit trop long, on va le couper ici, mais on pourra faire une deuxième partie. On peut essayer d'aller interroger des reporters, plusieurs reporters qui ont travaillé sur les mêmes thématiques et les comparer. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires. Si l'épisode vous a plu, surtout, on n'oublie pas de mettre un petit j'aime, de le partager et de faire un tour sur mes réseaux sociaux. Je vous ai mis dans la description toutes les sources que j'ai utilisées pour faire l'introduction et je vous ai aussi mis tous les liens, notamment les siens, tous les liens de leurs réseaux sociaux, de leur site. Donc si vous avez aimé certaines interviews, certains témoignages, n'hésitez pas à voir le travail de chacun, c'est vraiment vraiment cool. Donc je vous dis à très vite les aventuriers, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à la prochaine. Au revoir. Je vais... C'est ça. Gagné.